Radio Okapi, le souffle du Congo. Nous le disions un mois après l'entérinement par le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, les combats se poursuivent sur les différents fronts au nord et sud Kivu, entre d'un côté les FARDC appuyés par les Wazalendo et de l'autre la FCM23 appuyée par l'armée rwandaise. Les détails avec Donald Madimba. La situation sécuritaire reste volatile à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les provinces du nord et du sud Kivu. Des grandes villes comme Goma, Bukavu et Uvira sont toujours tenues par les rebelles du M23 qui exercent des administrations parallèles. La signature des accords de Doha et de Washington, qui étaient considérés comme une panacée par la population meurtrie par la guerre, est restée lettre morte. Les FRDC soutenus par les Wazalendo tentent de se réorganiser, mais d'autres agglomérations tombent jour après jour. Des affrontements sont signalés régulièrement dans les territoires de Kabare, Walungu, Mwenga, Fizi et Uvira. Ce mardi même, des coups de feu ont été entendus à Kilibula vers Katogota dans le territoire d'Uvira. Plus au sud, précisément à Makobola, les FRDC maintiennent le front contre les rebelles. Ces derniers tentent de déstabiliser cette ligne de front pour se diriger vers la ville de Baraka et Kalemi. Ensuite, des familles entières ont été obligées de fuir vers des milieux jugés plus ou moins sécurisés. L'administrateur du territoire de Fizi ne cesse d'alerter sur la précarité des conditions humanitaires de ces déplacés internes estimés à plusieurs milliers de personnes. De nombreuses autres personnes ont trouvé refuge au Burundi et en Tanzanie. Nombreux vivent dans des camps de réfugiés dans des conditions humanitaires précaires. Le gouvernement du Burundi incite ces réfugiés à quitter les camps proches de leur pays de provenance, de se diriger vers l'intérieur du Burundi. Ces réfugiés boudent les dispositions d'accueil mises en place dans le camp de Ruigi, par exemple situé à plus de 60 km de Bujumbura. Face à tout cela, les accords tant espérés piétinent malgré l'annonce des rebelles de vouloir se retirer de la ville d'Uvira. Merci à vous, Donald Madimba. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. C'est quoi l'actualité aujourd'hui sur le plan sécuritaire dans le sud et le nord Kivu? Écoutez, l'actualité, c'est ce que votre reporter a plus ou moins résumé. Donc, nos forces continuent de faire leur travail de la défense du territoire national. Mais l'autre actualité aussi, c'est la situation humanitaire que nous suivons de près spécifiquement récemment par rapport aux déplacés consécutifs aux affrontements d'Uvira. Et donc, vous voyez que nous sommes à la fois sur le terrain pour nous assurer effectivement que les forces rwandaises ne progressent pas davantage, autant nous sommes engagés aux côtés du HCR et des autorités burundaises pour voir comment nous pouvons pallier aux plus urgents besoins de nos populations qui, malheureusement, ont été obligés de fuir et de se déplacer parce qu'ils ont été pris pour cible par les forces rwandaises, malheureusement, juste pendant que nous étions à Washington. Le langage que le Rwanda a choisi d'utiliser contre la population civile, c'est le langage de la violence, malheureusement. Voilà, le M23 a annoncé le 15 décembre dernier, n'est-ce pas, son retrait unilatéral de la ville d'Uvira. Quelles sont les informations que vous détenez au sujet de ces retraits? Écoutez, d'abord, il faut savoir que c'est le fils qui est venu se présenter à la face du monde pour sauver le père. Le fils, c'est le M23. Le fils, c'est le M23. Et le père? Et le père, c'est le Rwanda. Le Rwanda, le M23 n'est pas concerné par les processus de Washington, sauf à travers le père. Et lorsqu'il y a eu justement ces dérapages, ces attaques systématiques sur les différentes localités qui ont permis aux forces négatives d'arriver à Uvira, il y a eu cette vague de condamnation, évidemment, parce qu'on n'était plus censé voir ces types de choses. Et dans la foulée des réactions, notamment de la colère du médiateur américain, le père, se sentant pressé, a voulu donner le rôle au fils dans une forme de complémentarité diabolique pour que le fils vienne, lui, se porter garant et annoncer un faux retrait. En réalité... Et donc le message a été adressé au père? Mais, oui, mais bien sûr, c'est le père qui devait se retirer. Mais c'est le père qui devrait se retirer parce que c'est le père qui a mené les opérations. Souvenez-vous que les tirs de missiles sont partis de Bugarama au Rwanda. Et donc,
c'est exactement le modus operandi du père et du fils et du père, et qui, à des intervalles réguliers, s'échangent de rôle. Mais en l'occurrence, nous avons tous noté que c'est le Rwanda qui est le premier coupable, et cela a été bien documenté et bien présenté. D'ailleurs, même pas envie de mentionner ce qu'avait dit ma collègue Mineta au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il faut écouter ce qu'avait dit l'ambassadeur américain à New York, qui a démontré que c'est le Rwanda, à travers son président, qui pilotait toutes ces opérations sur le terrain. Et donc, ces communiqués qui annonçaient le retrait étaient un faux. C'était juste du maquillage, une forme de chapatoire. Et qui contrôle la ville d'Uvira. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des forces rwandaises dans la ville d'Uvira, même s'il y a des affrontements en périphérie de la ville, dans les collines, mais il est évident que ce sont les forces négatives qui sont dans la ville, et que le communiqué fait annonçant cesser le feu unilatéral n'était qu'un leurre. Alors, et si aujourd'hui on arrivait à obtenir le départ du M23 de la ville d'Uvira, qu'envisage de faire le gouvernement congolais? La question, c'est même pas si aujourd'hui on envisageait, il ne devrait jamais arriver à Uvira. Et donc, dans toutes les non, discussions... ils sont là. Dans toutes ça, les, c'est une évidence. Il ne devrait jamais y arriver, mais il est évident que... Si aujourd'hui il s'est retiré, mais si aujourd'hui, il va de soi que l'autorité de l'État devra être rétablie, notamment le gouverneur. Et vous avez suivi, ils ont posé des conditions. Hein. Ils ont dit qu'ils ne vont pas tolérer une démilitarisation de la ville. Ils ne sont pas en droit, ils n'ont ni aucune légitimité ni le droit de poser une quelconque condition. Parce que comment interpréter autrement ces caractères que cette forme de volte-face, y compris contre les médiateurs et tous les processus en cours? Vous conviendrez avec moi que nous avons eu des avancées à Doha. Vous conviendrez avec moi que nous venions de signer des accords à Washington. C'est pour ça que lorsque vous suivez la position américaine, elle est bien claire. Il y a une demande claire de retourner aux positions initiales d'avant la signature de l'accord. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de poser une quelconque condition. Pourquoi seulement aux positions initiales? Pourquoi ne pas carrément demander au M23 de se retirer de toutes les parties je vous parlais là de la position américaine exprimée au Conseil de sécurité, mais pour nous, il est évident qu'ils ne doivent pas seulement quitter Uvira, mais ils doivent quitter Goma, Bukavu et toutes les parties du territoire qu'ils occupent, parce qu'ils y sont que pour y s'aimer la mort. Vous savez, dans les jours qui ont suivi les événements d'Uvira, il y a quelques jours, nous avons fait un communiqué. D'après les différents rapports qui nous sont parvenus, il y a 1500 compatriotes minimum qui ont été tués. Je ne compte pas les 500 000 déplacés. S'il faut rajouter au nombre des millions de déplacés qui les sont du fait des agissements de l'armée rwandaise. Et donc, vous voyez que... Donc pour l'occupation de la ville d'Uvira, il y a eu 15 000 personnes, 1500 plutôt, 1500 personnes tuées. Ont été tués à cause justement de ces agissements. Combien de morts le Rwandais, son président et leur fils du M23 vont continuer à porter? De toute évidence, ici, c'était une démonstration claire que le président rwandais, ce n'est pas la paix qui l'arrange. Nous le savions. Nous sommes partis à Washington à la demande du médiateur américain. Le médiateur américain, qui, je le rappelle, est témoin de toutes les réunions que nous tenons, notamment dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité prévu par l'accord, mais aussi dans le cadre du comité conjoint de supervision où les Américains siègent. Ce ne sont que de subterfuges, ce ne sont que de prétextes, parce que le Rwanda, le seul langage qu'il comprend, c'est le langage militaire. Alors, si vous estimez que la paix n'intéresse pas le Rwanda, et surtout que l'on a constaté l'occupation de la ville d'Uvira 6 jours après la signature, n'est-ce pas, de l'accord de Washington, après tout cela, est-ce que vous continuez à faire foi, à croire, n'est-ce pas, à ces processus de Washington? Écoutez, nous croyons au processus de Washington, nous croyons aux médiateurs américains. Il est évident que les Américains pleinement informés, et lorsque je vous parle des déclarations qui ont été faites notamment au Conseil de sécurité ou par les secrétaires d'État à Rubio, ces déclarations sont claires. Évidemment, nous sommes dans un processus qui est difficile. Il y aura évidemment de hauts et des bas, mais cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas au processus. Et nous pensons simplement qu'il faut une plus grosse pression du côté américain au regard
du fait que le président Kagame ne comprend que le langage qui est celui-là. Et l'injonction donnée par le président Trump n'était pas assez suffisante pour les pousser à libérer la ville d'Ouvira. Écoutez, il y a évidemment cette farce qui est arrivée à travers le fils, mais je crois que les États-Unis d'Amérique ont des services qui permettent de suivre et les moments venus comme accord, ils pourront disposer. Mais pour ce qui nous concerne, nous prenons des dispositions à notre niveau pour nous assurer que chaque partie du territoire puisse être libérée par ces forces négatives. Et comment vous analysez cette attitude du Rwanda à travers les M23 ? Le président américain leur demande de libérer, mais il ne les libère pas. Peut-on dire que le Rwanda résiste au président américain ? Écoutez, s'il faut se référer de la situation que nous voyons sur le terrain, il est évident que le Rwanda montre qu'il ne veut pas la paix, que le Rwanda montre que les engagements souscrits à Washington ne sont pas des engagements qui ont de la valeur à leurs yeux. Il est évident. Sinon, il n'y aurait pas eu ces attaques systématiques sur les localités qui ont précédé l'attaque sur Uvira. Sinon, il n'y aurait pas eu la continuation du conflit malgré le faux retrait annoncé. Personne n'y avait cru par ailleurs, mais ce n'est pas surprenant. C'est bien comme ça que le président rwandais opère. Voilà, plusieurs auditeurs sont en train de suivre cette émission. Ils veulent aussi donner leur point de vue. J'espère que nous avons Blaise Saïdi depuis Kisangani. Blaise Saïdi, est-ce qu'il est là, Alain Ngoy ? Il m'a dit qu'il a une question à poser à monsieur le ministre. Blaise Saïdi, voilà, il n'est pas encore là. Et alors, monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec les processus des Doha ? On n'en parle presque plus. Et il y a même une certaine opinion qui se permet, n'est-ce pas, de dire que les chefs de l'État auraient tourné les dos au Qatar parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas, dans ces processus. Écoutez, il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations. Je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à destination des réseaux sociaux et de notre écosystème. Heureusement que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République envoie à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Mais ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en octobre dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question de prisonniers. Mais qu'est-ce qui explique que devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père décident de faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point de vue que ce soit du médiateur qatari ou américain, n'a que peu de considération sur ce que nous signons. Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain, nous devons nous être confortables à aller nous asseoir avec ceux qui n'ont jamais rien respecté dès le départ, même quand nous avons déjà fait de progrès. Et donc pour le moment, par rapport à Doha, il y a un blocage. Évidemment, aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Uvira. Il faut repartir aux lignes des départs. Et donc, vous conditionnez la poursuite des négociations de Doha par le retrait du M23 Écoutez, de la ville d'Uvira. nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs, mais il est évident qu'en face d'une violation si flagrante, il est évident que les Rwandais, comme les M23, doivent reculer d'où ils étaient pour permettre aux étapes restantes du processus de donner les résultats qui sont attendus d'elles. Voilà, il y a cet appel qu'on a suivi récemment du M23 demandant aux militaires, n'est-ce pas, qu'ils ont détenus, de choisir avec ceux qui veulent rejoindre les FARDC de pouvoir se manifester. Et c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de l'un des protocoles de l'accord cadre. D'abord, c'est une diversion, parce que les personnes qui vous présentent sont des personnes qui sont prisonniers. Parce qu'en réalité, même eux-mêmes, les dirigeants... Oui, ce n'est pas avec l'intention de libérer ces prisonniers. Non, pas du tout. Même eux-mêmes, les dirigeants AFC M23, sont des prisonniers du Rwanda.
ils ne sont pas libres de leur mouvement. On ne va pas revenir sur ces chapitres malheureux de la mort dans des circonstances... Par rapport à je vais en arriver, oui. dans des circonstances déplorables de ses compatriotes. Mais bon, vous connaissez plus ou moins les méthodes qu'il y a là-bas. Et donc, au nom de quoi vous devez vous penser faire du maquillage en disant voilà, nous avons des militaires, nous avons des prisonniers, alors que vous êtes vous-même ceux qui avaient craché, parce que ce qu'ils ont fait en attaquant Uvira et le père et le fils, c'est cracher sur tout ce que nous avons déjà obtenu comme acquis de Doha, comme de Washington. Et donc, cette question de libération des prisonniers, ce n'est pas ce que les M23 commençaient déjà. Mais vous savez, le premier point, lorsqu'on discute en état des conflits, c'est les cessez-le-feu. Lorsque nous nous accordons sur les cessez-le-feu et que nous avons déjà eu les réunions préliminaires qui permettent de créer un mécanisme de vérification des cessez-le-feu, on ne retouche plus aux armes. Mais ici, nous sommes devant un cas de récidive de ce qui ne respecte jamais les cessez-le-feu. Même quand nous pensions avoir fait suffisamment de progrès, ils l'ont montré. Et c'est pour ça que, vous voyez, la position de fermeté du gouvernement américain, parce qu'on ne devrait plus retomber dans ces cycles où on rediscute encore des retraits, alors que nous devions être en train de regarder comment on avance sur les 2 mécanismes qui ont été fixés et comment on vide les 6 autres points qui devaient être vidés dans les cadres de l'accord cadre que nous avons signé à Doha. Et le mécanisme de vérification du cessez-le-feu, est-ce qu'il est opérationnel? Mais on a commencé les réunions préliminaires. Il fallait justement discuter de la mise en œuvre des acteurs qui devaient s'assurer d'être des parties prenantes pour faire avancer le processus. Mais lorsque vous avez le fils et le père qui décident d'attaquer Uvira, ils décident en même temps de tirer sur toutes les initiatives qui étaient en attente d'être matérialisées. Donc on peut comprendre par là que, aussi longtemps que le M23 ne va pas se retirer de la ville d'Uvira, les négociations des Doha ne vont plus se poursuivre. Il est évident que, parce que si nous repartons à Doha, nous repartons pour reparler de paix. Il est évident que les acteurs sur le terrain doivent le prouver, et en l'occurrence, le Rwanda et son fils M23. Voilà, il y a un autre auditeur, c'est Jacques Befonga Malo qui veut poser ces questions au ministre Mouyaya. Jacques Befonga, est-ce qu'il est là? Bonsoir la Radio Campi, je suis inspecteur Jacques Befonga Malo depuis Kisangani, tel que décrite la crise à l'est du la paix n'est diplomatique. Elle exige des mécanismes contraignants, un suivi rigoureux des sanctions et un renforcement des civils. Opportunité, mais sa crédibilité, traduction concrète sur les terrains militaires, politiques et humains. J'aimerais quand même poser 3 questions au ministre Patrick Muyaya. Comment le gouvernement explique-t-il la poursuite des combats et la présence du M23 à Uvira un mois après l'entérinement de l'accord de paix de Washington? Deuxième question. Quelles garanties concrètes le gouvernement de la RDC a-t-il obtenu pour s'insérer au respect effectif de cet accord par le Rwanda et ses alliés sur le terrain avant même son entérinement? Monsieur le ministre Patrick Muyaya. Écoutez, comment voulez-vous que nous puissions expliquer la présence du M23 à Uvira dès lors que nous étions à Washington de bonne foi? Nous avons signé les accords. L'explication à donner, c'est que le président rwandais a toujours ses gros appétits pour le sang de Congolais, a toujours ses gros appétits pour le minerai des Congolais. C'est pour ça que nous disons tous les jours que les Congolais, partout où ils sont, y compris à Kisangani, doivent être debout et mobilisés pour qu'ensemble nous puissions nous unir, comprendre les enjeux de cette guerre et apporter la réponse qu'il faut. Parce qu'entre-temps, pour ceux qui suivent, pour le premier semestre, le deuxième semestre de l'année 2025, le Rwanda a exporté 213% de coltan. C'est vous dire que cette guerre, plus les Congolais sont tués, plus le Rwanda devient prospère. Et donc, les schémas de la paix qui a été proposé à Washington, les schémas qui a été proposé au terme de la paix, ça veut dire que lorsqu'on aura fini d'élever
de sortir les forces rwandaises de notre territoire, suivant ce que l'accord de Washington prévoit, lorsque nous aurons une paix consolidée, nous devons passer dans les cadres d'intégration économique régionale pour que nous puissions parler de tout ça. Il est évident que pour le président rwandais, il préfère une situation de chaos où il impose l'anarchie plutôt qu'à une situation de transparence telle que nous l'avons voulu par l'accord. De toute évidence, il a signé l'accord de Washington. C'est la preuve qu'il reconnaît être partie prenante, même si au peuple rwandais, il a toujours régné la présence de troupes rwandaises en RDC. Là, il y a un point qui permet aujourd'hui aux médiateurs américains d'user des leviers, notamment ceux qui peuvent activer contre le Rwanda, pour qu'ils reviennent sur la table et qu'ils fassent sa part dans les cas de l'accord. Mais de toute évidence, comme nous aimons à le dire, nous restons mobilisés sur les 5 fronts, notamment militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques, pour apporter la réponse qu'il faut à cette situation qui nous est imposée depuis, je rappelle, Guy Maté, plus de 30 ans. Ces cycles de guerre à récurrence, c'est ces cycles qui a permis au Rwanda de construire son économie et d'avoir cette prospérité de façade vendue mondialement. Maintenant que nous avons décidé de reprendre à la fois notre souveraineté sur nos minerais et de nous assurer qu'aucun centimètre carré de notre territoire sera occupé par les forces négatives, il y a la guerre qui a pris de l'ampleur qui a pris. Mais j'aimerais rappeler ici qu'il y a quelque chose de fort que nous remarquons depuis les débuts de ce conflit, c'est la conscience des Congolais. Les Rwandais peuvent tuer aujourd'hui, comme ils font malheureusement des morts tous les jours. Les régimes rwandais, merci de la précision, peuvent continuer à faire ce qu'ils font, mais je crois qu'il y a quelque chose qu'ils n'arriveront pas à tuer dans l'âme de tous les Congolais. C'est notre conscience nationale. C'est notre volonté à tous de voir notre pays garder ces 2 345 410 km². Il est donc évident que face à une telle détermination, il n'y a aucune armée qui ne peut la vaincre. Et donc, moi, je suis plutôt confiant à la fois dans ce que nous-mêmes, nous avons comme organisation en termes de capacité, mais je suis aussi confiant dans la dynamique diplomatique enclenchée et portée par les présidents de la République que nous sortirons de cette situation de conflit. Voilà, et au sujet de cette question sur la communication par rapport à cette guerre de l'Est, comment la communication est organisée par le gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, les membres d'une même famille politique, chacun essaie de communiquer à sa manière. Et on sent une certaine contradiction par rapport à cette question. Comment cela est organisé par le gouvernement? On sait que la voix attitrée, c'est vous. Je ne pense pas que dans l'absolu, il y a des contradictions, parce que il y a une volonté claire dans les chefs de tous les membres du gouvernement, c'est de nous assurer que nous tous, nous contribuons au retour de la paix. Parce que vous avez parlé des déclarations, je voudrais revenir sur des déclarations malheureuses tenues par le général Ekenge, pour lequel nous avons pris toutes les dispositions, et d'ailleurs le président de la République est revenu dessus, parce que s'il y a bien une chose qui nous fait évoluer dans notre narratif, c'est l'intelligence stratégique que nous mettons derrière. Nous savons qu'en face de nous, nous avons un pays producteur de mensonges. Et je reviens encore sur un élément que j'aime dire tout le temps. Nous sommes un pays démocratique. En République démocratique du Congo, les opinions sont libres de s'exprimer, y compris sur des sujets sensibles comme sur les sujets de la guerre. Nous avons, comme nous le faisons maintenant. Comme nous les faisons maintenant. Vous ne pouvez pas penser avoir un débat comme celui-ci avec un ministre rwandais. Parce que le gouvernement rwandais ment au peuple rwandais au quotidien. La preuve, si vous suivez toutes les déclarations qui sont faites par le président Kagame, il ne reconnaît pas la présence de ce troupe en RDC. Mais comment alors vous montez à votre peuple matin, midi et soir et vous prenez l'avion pour aller signer à Washington? Au début de ces conflits, les Rwandais nous ont amené 3 prétextes. Le premier prétexte, c'était la présence des FDLR. Le deuxième prétexte, c'était la question de réfugiés. Le troisième prétexte, c'était la question du discours de haine. Je rappelle que le président de la République l'a dit en septembre 2019 que les Banyamulenge étaient des Congolais. N'oubliez pas que nous avons des officiers qui sont à la fois Banyamulenge ou d'autres qui sont Tutsis, qui se battent pour la défense de la patrie.
Le président de la République, 22 février 2024, au cours d'un briefing que j'ai organisé, il a dit que lui, c'était le rempart contre toute forme de stigmatisation, contre toute forme de discours de haine. Moi qui vous parle, je travaille régulièrement avec toutes les communautés, y compris les communautés Banyamulenge et Tutsi, pour les traitements de cette question. Et donc, nous nous assurons que nous, comme autorités publiques, nous faisons la démarcation. Parce que fort malheureusement, l'opinion, lorsque nous parlons du poison rwandais, je reviens déçu. Parce que les Rwandais ont tendance à vouloir les considérer comme un discours discriminatoire. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous êtes professionnel des médias, vous savez que la désinformation, c'est un poison. Lorsque le Rwanda inonde quotidiennement notre écosystème des médias ou des réseaux sociaux par du mensonge, il faut trouver l'anti-poison. Donc, lorsque nous parlons du poison rwandais, les Congolais savent repérer que ça, c'est un discours faux qui vient pour nous diviser. Et qu'à chaque fois qu'il y a des dérapages, nous les sanctionnons. Même quand les canals, c'est un Congolais? Vous dites? Mais même évidemment, quand les mais canals, écoutez, j'ai commencé par vous présenter la différence entre le Rwanda, qui est un pays despotique, dictatorial, et la RDC, qui est un pays démocratique. Il n'y a aucun citoyen rwandais qui ne peut se permettre de relayer les opinions du gouvernement congolais, portées par ma voix ou par la ministre Kaikwamba, dans des groupes d'échange au Rwanda. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un pays démocratique. Évidemment, notre démocratie, sur spécifiquement la question de la guerre, parce que nous avons voulu nous maintenir ces cadres-là, parce que nous sommes la République démocratique du Congo, peut parfois faire les jeux de l'ennemi. Lorsque nous-mêmes, nous prenons à cœur joie la liberté de partager les tweets du ministre rwandais des réseaux sociaux ou de relayer leurs narratifs. Nous faisons de ça les débats dans nos groupes, tout en oubliant que chaque fois que communique le ministre rwandais des réseaux sociaux, c'est pour diviser les Congolais. Et comme ils savent que nous avons une pluralité d'opinions, ils inoculent ces venin. Et comme avec tout ce qu'il y a comme pratique sur les réseaux sociaux, nous-mêmes, nous relayons parfois involontairement ces venins ou ce poison. C'est pour ça que nous, dans cette dynamique, nous faisons notre travail d'explication. Nous nous assurons que vous, les médias, vous faites votre part parce qu'il faut à tout prix mettre à mal et tuer cette machine des désinformations. Mais au-delà de ça, je vous parlais de 3 prétextes de la guerre. Sur les discours de haine, nous avons un dispositif. Il y a d'ailleurs une initiative parlementaire portée par l'honorable Sakata qui devra aboutir à la session prochaine pour nous assurer que nous avons un dispositif légal. Et le cas du général Ekenge est un exemple justement du fait que nous ne pouvons plus, comme c'était le cas le premier jour, est-ce qu'il engage, le général engage sa propre personne ou bien il engage les corps, en l'occurrence, les FARDC? C'est comme vous quand vous parlez, vous n'engagez pas votre propre personne, vous engagez les gouvernements congolais. Lui, il est les porte-voix d'une structure, d'un corps. En l'occurrence, et donc, logiquement, on peut penser que la communication a été conçue et puis lui n'a fait que rapporter, rendre cela. En l'occurrence, je ne voudrais pas revenir dans les détails, parce qu'il y a un communiqué inédit qui a été signé par le chef d'état-major général. L'armée est apolitique. L'armée, c'est l'ensemble de toutes les communautés. Et dès lors que l'armée ne s'est pas reconnue dans ces discours-là, il est évident que le général a partagé ses propres opinions. C'est ici l'occasion de rappeler que toute forme des discours, des stigmatisations, des discours de haine ne peut pas être tolérée. C'est clair et le président de la République l'a dit et nous tous, nous continuons à le dire parce que nous sommes effectivement engagés derrière. Mais ici, il y a un autre aspect que nous devons regarder. Lorsque vous suivez le président rwandais ou lorsque vous avez suivi le débat au Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez l'ambassadeur rwandais qui est venu parler de l'extermination ou des problèmes de Banyamulenge. Il a cité 9 fois l'expression Banyamulenge. Mais est-ce que vous savez que la discrimination contre notre communauté Banyamulenge vient de Rwandais? Au nom de quoi l'ambassadeur du Rwanda peut consacrer l'essentiel de son discours
sur une communauté qui se trouve dans un pays voisin. Quelle que soit la nature des problèmes qu'il y a toujours entre communautés, mais un pays étranger ne peut pas intervenir. On a quitté le prétexte des FDLR. Aujourd'hui, on ne veut plus parler des FDLR parce que c'était un prétexte. Aujourd'hui, on commence à parler des Banyam. N'oubliez pas qu'il y a un autre fils du Rwanda qui s'appelle Red Tabara qui tue des Banyamulenge. Dans les hauts plateaux. C'est évident. Et vous n'entendrez jamais le président rwandais, encore moins ce relais, ou ses fils, s'émouvoir. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tout ce que le Rwanda essaye de faire, en réalité, c'est de maquiller une guerre de prédation, une guerre des pillages. Parce qu'en République démocratique du Congo, que ce soit sur la question des réfugiés aujourd'hui, ils en parlent moins parce qu'ils savent que nous avons un cadre autour du HCR qui avait été établi. Mais comment voulez-vous demander aux réfugiés de revenir dans leur pays, là où vous continuez de bombarder? Donc, on ne peut pas faire de progrès dans l'agenda parce que, justement, le Rwanda continue à faire crépiter des armes. Donc, il est évident que, et je terminerai par là, que nous, les Congolais, nous devons être vigilants et ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi. Voilà, et cette réunion qui est prévue, la réunion de la CIRGL, qui doit se tenir, je pense, demain en Zambie, aura quel objet? Mais évidemment, la réunion va revenir sur la question de la situation sécuritaire sur place. Est-ce qu'on n'est pas en train d'envisager un déploiement d'une force neutre? Écoutez, nous avons déjà la MONUSCO. Vous savez qu'il y a le mandat de la MONUSCO qui a été prolongé. Et vous savez ici, et je ne me gênerai pas de le rappeler, que le Rwanda a pris un parti des hélicoptères de la MONUSCO. Le Rwanda, père et fils, ont attaqué des casques bleus. C'est des crimes de guerre. C'est des crimes pour lesquels nous aurons de réponses. Parce que, souvenez-vous, que nous avons une commission d'enquête internationale qui a été mise en place au niveau du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui permettra de faire toute la lumière, y compris pour tous ces crimes commis contre les gardes, les peacekeepers, comme le gardien de la paix, que sont les casques bleus de la MONUSCO. Voilà, certains, face à cette situation dans l'Est du pays, certains penseurs pensent qu'il faut consolider une certaine cohésion nationale. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les chefs de l'État ne convoquent toujours pas les dialogues tels que prônés par les églises catholiques et protestantes. Il y a une question claire qu'on doit nous poser. Pensez-vous aujourd'hui que si nous faisons le dialogue entre Congolais, aujourd'hui, que le lendemain, le Rwanda cesse de nous tuer, de tuer nos populations? Pourquoi ne pas tenter? J'en arrive. Pourquoi ne pas essayer? C'est une question. Mais pourquoi ne pas essayer? Non, j'en arrive. Parce qu'en clair aujourd'hui, cher Guy Maté, la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire. Quand on parle de dialogue, ce qu'on a fait à Washington avec le Rwanda, ce n'est pas un dialogue. Ce qu'on a fait à Doha avec le fils, ce n'est pas un dialogue. Et ce que nous avons eu comme résolution sortant de Washington et de Doha, est-ce que les pères et les fils n'ont pas marché dessus? Là où il y a les médiateurs américains, là où il y a les médiateurs qataris, est-ce que je dois rappeler que le Rwanda a craché sur la médiation de l'Union africaine organisée en Angola, qui n'est pas venue pour la signature? Je vais vous répondre, je suis en train d'arriver. Et sur la question justement du dialogue entre Congolais, d'abord il faut savoir que le président, on disait de lui qu'il ne voulait pas recevoir le prêtre. On disait de lui par certains moments que c'est lui qui avait mandaté le prêtre. Mais dans les faits, on a vu que ce n'était pas le cas. Le président de la République est un homme de paix. Il a été à plusieurs égards sollicité par des organisations de la société civile, notamment l'Église catholique et protestante, mais aussi d'autres confessions religieuses, pour donner une réponse. Aujourd'hui, il existe une feuille de route convenue entre, d'une part, catholiques et protestants, et les églises de réveil, et les cabinets du président de la République. Oui, mais à quoi servirait une feuille de route qui n'est jamais prise en compte? Écoutez, M. Guy Maté, laissez-moi finir de vous répondre. Allez-y. Il y a une question de séquençage. Nous avons fini Washington. On devrait
si le Rwanda n'avait pas agi tel qu'il a agi sur Uvira, on serait peut-être aujourd'hui en train de discuter avec le fils pour vider les 6 autres questions, conformément à l'accord cadre de Doha. Mais que par la suite, on aura un dialogue. Et je dois rappeler, M. Guy Maté, ces dialogues-là se tiendra en République démocratique du Congo. Il ne faut pas rêver. Alors, mais là, ceux qui veulent du dialogue, parce qu'un dialogue, c'est comme nous disons dans nos familles, les linges sales se lavent en famille. Lorsque nous allons nous asseoir à table pour regarder justement l'origine de la crise dans laquelle nous sommes, je rappelle, c'est une crise sécuritaire. Ce n'est pas une crise politique, parce que le président de la République a été élu à 73%. Aucune institution n'est là contestée, même pas ceux qui sont derrière les dialogues depuis le début. Donc, le problème... Justement, sans vous couper, monsieur le ministre, crise sécuritaire, c'est parce que les gens voudraient aussi savoir pourquoi on n'arrive toujours pas, pourquoi la FRDC n'arrive toujours pas à arrêter l'avancée, n'est-ce pas, on n'en est pas encore. Ça, ce sont des questions qui peuvent être évoquées dans s'il vous plaît. On n'en est pas encore là, mais je vous répondrai aussi pour ça. Ici, tous ces Congolais qui sont pleinement Congolais, qui sont patriotiquement Congolais, lorsque nous allons nous asseoir à table, on devra faire le diagnostic, ça commencera par là. Mais vous observez avec moi que beaucoup de ces compatriotes qui tiennent à ces dialogues politiques, ils présentent même comme une panacée. Dites-moi, combien ont le courage de dénoncer le mal du Rwanda, de dénoncer les souffrances de nos populations? Ce ne sont pas leurs compatriotes? Pourquoi certains veulent, et c'est cynique de penser, que vous pouvez revenir au devant de la scène politique dirigée des Congolais en les laissant mourir de cette manière sans avoir le courage de dénoncer le mal? Mais le président de la République avait déjà plus ou moins dit, il faut qu'on arrive, nous tous, à nous mettre d'accord sur des diagnostics si nous voulons discuter. De toute évidence, c'est un jour qui arrivera parce que tous les jours finissent par arriver. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure sur les FARDC. Alors, mon cher Guy Maté, ne nous trompons pas des diagnostics, ne nous trompons pas de pays. Une armée, c'est un corps, c'est une âme, c'est un esprit. Dites-moi, les 30 dernières années, quel investissement a été sérieusement fait pour cette armée? Quel investissement a été sérieusement fait pour nos militaires, pour nos policiers? Non, je ne viendrai pas. C'est pourquoi il faut justement que les gens se mettent autour d'une table pour évoquer attention. Vous posez des questions auxquelles il faut des réponses. Attention, il faut qu'on soit en mesure de respecter la volonté du peuple. Et vous pensez que le peuple n'est pas d'accord avec mais j'en arrive. ces dialogues? Nous avons été aux élections. Le peuple a donné le mandat au président de la République qui dispose d'une majorité. Et c'est que le président de la République est en train de faire comme effort, comme investissement pour le soldat, pour l'armée. Mais je suis désolé, ça n'a jamais été fait avant lui de cette manière et de cette dimension. Et pourquoi tout cela ne change pas la donne sur le terrain? Je vais arriver. Pourquoi ça ne renforce pas les capacités des FARDC? Je vais encore une fois arriver. Et c'est d'ailleurs, ce serait ingrat de dire que, ou de ne pas reconnaître la bravoure de nos militaires. Si nos militaires n'étaient pas braves, on ne serait peut-être pas en train de discuter maintenant. Si nos militaires n'avaient pas le sens du devoir de la patrie, on n'en serait pas là. Pour exemple, relisez le rapport de Human Rights Watch sorti récemment sur les cimetières qui ont grossi au Rwanda. Jamais le Rwanda n'a autant perdu des militaires dans un conflit en RDC. Vous savez, lorsque les Rwandais interviennent, ils tuent aveuglément, ils détruisent aveuglément. Mais n'oubliez pas que nos compatriotes, le militaire, quand il s'engage, ils savent que c'est notre pays, ils savent que c'est des Congolais. Dans les règles d'engagement, il y a déjà cette différence entre ceux qui viennent que pour tuer et ceux qui sont là
et qui pensent qu'il faut protéger. Pour le reste, on va pas aller en profondeur sur des questions militaires qui relèvent de questions stratégiques. Mais ici, je voudrais justement, ça peut expliquer ces fameux retraits stratégiques. Non, écoutez, ça, il faut pas tomber dans ces narratifs parce que lorsqu'une armée s'engage, c'est la guerre. Vous avez vu le Rwanda mobiliser 10 à 15 000 hommes pour attaquer Goma en plein jour. En 4-5 jours, 10 000 Congolais ont perdu la vie. Et si nos militaires devraient s'engager autant que les militaires rwandais s'engagent pour tuer et détruire, je ne sais pas si la ville de Goma aurait eu l'image qu'elle avait il y a quelques mois. Donc, ça veut dire que sur ces questions, et cher Guy, je nous souhaite à nous tous d'avoir les reculs qu'il faut quand il faut aborder ces sujets. Parce qu'il s'agit de ceux qui se sacrifient pour la patrie. Et donc, cette tendance à vouloir banaliser, à appréhender, à poser des questions sur ces sujets avec cette forme de, passez-moi le terme, légèreté, me choque. Parce que ce n'est pas tenir compte. Il n'y a pas de légèreté. C'est-à-dire que c'est un constat qui est fait. Regardez, c'est pas, un constat qui est fait la sur le terrain. question n'est pas celle-là. C'est-à-dire que chaque fois quand la rébellion attaque une localité, la question n'est pas celle-là. Elle tombe très facilement. La question n'est pas. Et après, quand vous posez la question, vous ne pouvez pas analyser. C'est tout à fait normal que les gens se posent. Non, écoutez. Il y a une manière d'analyser les sujets, il y a une manière de l'aborder. Non, d'abord de un, parce que c'est que moi j'ai dit, tout à l'heure, c'est que moi j'ai dit tout. Oui, parce que c'est une question qui revient de manière récurrente. En fait, avec comme n'est-ce pas parfois, que les gens avec ont parfois, non, attention, ils ont raison de se poser encore cette que je question-là, reviens. Non, moi je n'ai pas de problème à ce qu'on se pose cette question, voilà. Mais nous devons tenir compte de la gravité et nous devons savoir d'où nous venons, parce que vous n'avez peut-être pas directement perdu un frère, un ami engagé sur le front. Donc ces questions, lorsqu'on les aborde, il faut qu'on les aborde avec un recul, parce que les militaires, j'ai suivi l'homélie justement de Monseigneur Fulgence Muteba, qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Je n'ai pas entendu, moi, des journalistes... Il a dit quoi non, vous vous souvenez de 99 ans. Oui, par rapport à l'accord. Oui, on signe des accords. C'est les sujets du dialogue entre Congolais. On signe des accords de 99 ans. Vous avez bien entendu, 99 ans. C'est écrit où? Nulle part. Un mensonge qui a été dit, pardon. Vous devez vulgariser. Non, attention. C'est sous forme de livre, c'est bien comme ça. Attention, Guy. Il faut vulgariser, n'est-ce pas? Attention, s'il vous plaît. L'accord ici, c'est un accord signé pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une affaire du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Nous y sommes. La population doit s'approprier cet accord. Mais laissez-moi terminer. Voilà. Si vous voulez que je parle au Congolais à travers votre émission, vous devez me laisser m'exprimer. Parlez, monsieur le ministre. Parce que justement, fort malheureusement, notre population s'abreuve à la désinformation. L'exemple que je vous donne de Monseigneur, c'est un exemple de cette désinformation, parce que lorsque Monseigneur en parle, qui peut douter, lorsqu'on regarde son autorité, à la fois au plan scientifique et à la fois au plan religieux? Mais ce qu'il a dit est vérifié où? Il y a des enfants de Dieu qui ont pu être attentifs à ces discours, qui est totalement faux. Et donc, et vous, les médias, nous, on va faire notre part. Mais vous-même, est-ce que les gens ont pris le temps de lire? Parce que c'est ce que nous recommandons, lire les accords. Parce que ces accords commenceront peut-être à produire des effets. Vous mettez ces livres-là à la disposition de la population? Mais bien sûr, c'est ce que nous faisons. Nous avons fait les tours des universités. C'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il est. Oui, mais et puis de toute façon, c'est des documents qui sont accessibles de la signature. À la fois sur les sites du ministère de la Communication. Nous allons le faire. Nous ferons tout de notre part. Il faut mais c'est pour ça que les Congolais doivent. Pour mettre fin, n'est-ce pas, à toutes les rumeurs. C'est pour ça que moi, je compte sur vous, justement, comme Radio Capi, pour faire de la pédagogie. Parce qu'à quoi vous servez, justement? Permettez-moi cette interrogation. Lorsque vous pensez que c'est toujours le gouvernement qui doit venir expliquer des choses qui sont à la portée. L'émission, là, c'est dans le cadre de la pédagogie, n'est-ce pas? Mais justement... C'est pourquoi on vous a invité. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Parce que c'est vous qui avez Et c'est pour ça que nous devons tous avoir les reculs qu'il faut. Parce que j'ai entendu des gens parler des bradages. De quel bradage on parle? Cet accord définit les principes
de comment nous allons travailler. Chacun a sa façon de comprendre. Ceux qui parlent de bradage sont ceux qui n'ont pas lu l'accord. Ceux qui parlent de bradage sont ceux qui veulent abreuver les Congolais par la désinformation. Voilà, nous avons beaucoup parlé. Or, il y a des auditeurs qui sont en train de vouloir donner leur point de vue. Là, nous allons à Bukavu. Pour les éclairer. Nous allons à Bukavu où Jules Maguené nous appelle. Jules Maguené. Bonsoir, monsieur le ministre. Patrick Mouyaya, je suis Jules Maguené, coordonnateur du Forum des nationalistes depuis Bukavu. J'ai 5 petites questions, monsieur le ministre. La première. Monsieur le ministre, pourquoi les gouvernements refusent-ils d'ouvrir un véritable dialogue national, inclusif, impliquant toutes les forces vives du pays, au lieu de multiplier des formats opaques et exclusifs qui ne produisent aucun résultat concret? Quel format cherchez-vous exactement et pourquoi exclure les Congolais de ces processus? Ma deuxième question, monsieur le ministre, 1 mois après l'accord de paix entériné à Washington, les Congolais s'interrogent, les combats s'intensifient au nord Kivu et au sud Kivu. N'est-ce pas la preuve que les accords internationaux sans un dialogue inclusif ne sont qu'une façade diplomatique sans impact réel sur la sécurité des Congolais? Troisième question, monsieur le ministre, le processus de Doha n'est plus d'actualité. Alors, que peut espérer la population congolaise avant la fin du mois de janvier pour entrevoir une paix durable? Pouvez-vous donner une mesure concrète et véritable qui donne confiance aux Congolais? Ma quatrième question, monsieur le ministre, plus de 100 Congolais ont déjà trouvé la mort au Burundi dans ce contexte de guerre et de déplacements forcés. Que fait le gouvernement pour protéger ses citoyens au-delà des frontières et pourquoi attendre toujours au lieu d'agir immédiatement? Ma cinquième question, et c'est la dernière, monsieur le ministre, si le FARDC et les Wazalendo continuent à se battre contre le M23, malgré les accords, et que les civils payent les prix forts, que reste-t-il de la crédibilité du gouvernement dans la gestion de cette crise? N'êtes-vous pas en train de vendre aux Congolais un espoir illusoire? Je vous propose qu'on prenne aussi l'autre auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, c'est Blaise Saïdi. J'appelle à partir de Kisangani, Blaise Saïdi Atou. Bonne année aux auditrices et auditeurs de la Radio Kapi. Bonne année à l'excellence Patrick Mouyaya. À mon avis, l'accord de Washington a été signé trop vite et appliqué trop faiblement. Il n'a pas tenu compte de la complicité du conflit dans les Kivu, ni des intérêts géopolitiques et économiques qui alimentent depuis des décennies. La paix ne peut pas être importée par des textes rédigés loin des zones de conflit, pendant que les populations continuent de fuir, de mourir et de perdre espoir. Excellence Patrick Mouyaya, jusqu'à quand les populations de Kivu devront-elles payer les prix des jeux géopolitiques régionaux? La RDC peut-elle espérer une paix durable sans réforme profonde de son armée, de sa justice, de sa gouvernance locale? À qui profite réellement l'instabilité chronique au nord et au sud Kivu? Monsieur le ministre. Écoutez, je veux commencer par la dernière question où il parle d'instabilité chronique. Il est évident que depuis 30 ans, le Rwanda a construit son économie sur le pillage systématique de ressources de l'Est de la RDC. Je veux vous donner des exemples. Lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, il est ouvert. Et d'ailleurs, c'est les présidents qui travaillent notamment à la réconciliation de Kagame et de Museveni, les présidents rwandais, les présidents ougandais. Ils n'avaient pas des bons rapports. Et que par la suite, j'étais dans la suite du président de la République en 2021, lorsqu'après l'irruption du Nyiragongo, le président est parti à Rubavu à Gisenyi avec son homologue Kagame, visiter les dégâts, et ils sont revenus à Goma. Il y a eu des discussions publiques, il y a eu ces accords, ces accords basiques qui ont été signés entre les deux pays. J'étais là. C'est clair que le président de la République est venu pour montrer que lui, il était disposé. Non pas parce qu'il était naïf, non pas parce qu'il ne connaissait pas le passé, mais parce qu'il a fait le choix de la paix. Et c'est un choix des braves. Mais qu'est-ce qui arrive par après? Qui agresse la RDC? C'est le Rwanda. Déjà à partir de novembre 2021. C'est le Rwanda.
Mais pourquoi le Rwanda le fait? Parce qu'en réalité, le Rwanda, dans la ligne de paix proposée par les présidents de la République d'avoir une coopération économique transparente, ça ne les arrange pas. Mais pourquoi ça ne les arrange pas? Parce qu'entre-temps, nous avons commencé à travailler pour apporter plus de transparence dans les ressources qui sont produites dans l'Est. Lorsque nous créons Primera Gold, ou DRC Gold Trading plus tard, mais nous le faisons pourquoi? Parce que nous voulons reprendre la main sur le commerce de l'or. Mais toutes ces réformes qu'on a engagées dans ces secteurs, vous pensez que ça plaisait? Ça n'a pas plu au Rwanda, qui a pris l'habitude, à travers le proxy, et parce qu'il y avait une certaine complaisance à Kinshasa, instaurer ces systèmes de bradage et de pillage. Lorsque nous, on a voulu mettre de l'ordre, ils nous ont fait la guerre. Vous pensez que le président Kagame fait cette guerre, pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'en faisant la guerre, il paralyse ou il ralentit les réformes que nous faisons pour notre armée. Parce que nous sommes bien obligés de nous assurer qu'en même temps que nous faisons la réforme profonde de l'armée, en même temps, nous avons de militaires disponibles pour aller au front. C'est ce que nous faisons parce que le président rwandais sait que si le président de la République finit la réforme engagée pour les FARDC, il ne pourra même plus bouger d'un iota pour toucher au moindre centimètre carré. C'est ça la vérité. Il n'empêche pas, le président rwandais, il n'empêche pas, n'est-ce pas, à la RDC de réformer son armée. C'est en cours. Attention, pendant que nous sommes en guerre, nous sommes en train de réformer l'armée, mais nous devons nous assurer que nous continuons à défendre l'intégrité de notre territoire. Et donc, toutes ces réformes qui ont été engagées, notamment en termes de traçabilité, n'oubliez pas que nous avons lancé une plainte contre Apple parce que nous avons des informations claires que les sources d'approvisionnement n'étaient pas aussi transparentes, mais Apple a décidé de ne plus s'approvisionner dans la région. Parce que, comme je vous le disais, front judiciaire, front économique, nous sommes partout mobilisés. N'oubliez pas, mois de mars 2024, l'Union européenne sanctionne la raffinerie de Gasabo au Rwanda. Comment le Rwanda peut disposer d'une raffinerie d'or alors qu'ils ne produisent aucun gramme d'or? En fait, la moitié de l'économie rwandaise en ressources propres vient de recettes des trafics illicites de l'or de l'Est de la RDC. Et qu'est devenue la raffinerie que nous avons, nous, construite à Bukavu? Mais c'est justement tous ces efforts que nous avons commencés en termes de réappropriation de nos ressources qui ont énervé les régimes rwandais parce que l'Est de la République démocratique du Congo stable. À Bukavu. Je ne pense pas. L'Est de la République démocratique du Congo stable signifie fin de la prospérité à Kigali. Est-ce que le Congolais, Blaise Saïdi, qui nous entend de Kisangani, est-ce qu'il les comprend? Parce que ne regardez pas cette guerre sous le prisme de la guerre actuelle. Le président Mobutu l'a eu, ses deux successeurs, Kabila père et fils, l'ont eu. Ça aurait été Blaise Saïdi au pouvoir s'il ne rentre pas dans une forme de compromission de nos intérêts avec le Rwanda, les Rwandais lui auront fait la guerre. C'est pour ça qu'il est important que nous tous, les Congolais, nous nous mobilisons derrière le président Tshisekedi pour que cette guerre soit la dernière. Cette guerre soit la dernière des aventures rwandaises dans l'Est de notre pays. C'est pour ça que nous nous sommes pleinement mobilisés, que ce soit sur le front militaire, que ce soit sur le front diplomatique, le front économique, le front judiciaire, le front médiatique, pour nous assurer que nous avons mis de notre côté tous les moyens pour mettre fin à ces conflits qui durent depuis 30 ans et qui a fait plus de 10 millions de morts. Voilà, on prend les derniers intervenants qui interviennent aussi depuis la ville de Bukavu. Mais bon, il y avait les questions de... Oui, vous allez répondre à ça, mais on prend quand même les derniers ici, héritier Zaïnda.
Bonsoir Radio Okapi. C'est Héritier Zaïnda, activiste du mouvement citoyen au PGRDC depuis la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu. Craignant le président américain Donald Trump, les deux belligérants ont signé ce qu'ils ne peuvent pas respecter. C'est pourquoi le peuple a compris qu'il est abandonné à son triste sort. Alors, quelques questions, monsieur le ministre. 1. Est-ce que le gouvernement est au courant que jusqu'à maintenant, les banques sont toujours fermées à l'Est? 2. Pourquoi, au-delà des échecs de notre armée sur le terrain, notre gouvernement donne toujours les conditions difficiles à l'AFC M23? Car la population semble perdre sa confiance depuis la chute de la ville d'Ouvira, car la population a compris, ni peut-être l'interférence de Donald Trump à stopper les troupes de l'AFC M23 et les exiger à quitter à Ouvira. Ils seraient déjà même dans la ville de Baraka. La dernière question, quelle garantie que le gouvernement donne à la population de la République démocratique du Congo, surtout de l'Est? Oui, monsieur le ministre. Bon, écoutez, je commence par la question sur les banques fermées. Est-ce que vous savez que c'est lui qui dirige les mouvements de supplétifs et sous sanctions américaines? Est-ce que vous savez que le M23... C'est lui qui dirige les mouvements supplétifs? Les supplétifs, ouais. Les supplétifs AFC M23. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige. Il est sous sanction. Vous parlez de qui? Mais vous le connaissez. Le mouvement M23 en lui-même est aussi sous sanction. Dites-moi, quelle banque va accepter de collaborer avec des organisations qui sont sanctionnées ou des individus qui sont sanctionnés par le gouvernement américain? Et donc, ce sont les banques qui refusent dans les contextes actuels. Ce sont les banques qui ne veulent pas continuer à fonctionner dans ces contextes de rébellion, ou c'est les gouvernements congolais qui ne voudraient pas que les banques puissent fonctionner? Ah non, attention. Parce que nous, notre travail, c'est de continuer d'alléger la souffrance de nos populations. Nous étions à Paris le 30 octobre à la conférence humanitaire. Le fils avait été représenté par le père. Vous avez suivi le fils dur plus tard qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans le Nord Kivu, alors que tout le monde entier le sait. C'est eux qui tuent des Congolais. C'est les nouvelles appellations. On ne parle plus des M23, on ne parle plus du Rwanda. Oui, mais c'est une filiation, j'allais dire, consanguin, entre père et fils. Donc, il faut que les choses soient dites de cette manière, parce que s'il n'y avait pas de volonté du président rwandais, il n'existerait pas le M23. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que nous, gouvernement, nous travaillons quotidiennement, justement, pour alléger les peines et les souffrances de nos populations qui sont dans la partie Est. C'est pour ça que nous sommes allés à Paris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui travaillent, fonctionnaires de l'État qui sont dans ces parties, sont payés. On utilise les mobile money. Mais les banques ne peuvent pas évoluer dans un contexte d'insécurité, dans un contexte de pillage. N'aviez-vous pas vu, vous êtes à Bukavu, que Bralima a été pillé? N'avez-vous pas vu que des véhicules ont été pillés au Congo et même de moulins pour aller au Rwanda? C'est ce qui s'est fait à Goma. Et donc, ceux qui sont là n'ont que pour seule volonté piller, voler. Et pour des besoins de sécurité, y compris des épargnants, les banques ne peuvent pas opérer dans ces contextes-là. Suivez ou lisez les derniers rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Ils démontrent clairement que ceux qui sont là, ils gouvernent par crime. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende que là, vous avez suivi que des journalistes à Bukavu, un journaliste a été enlevé, que vous avez suivi que tel enseignant a été tué, tous ceux qui opposent la moindre résistance, en fait parce que le Rwanda veut exporter son modèle, de modèle du Rwanda où il n'y a aucune démocratie, où il n'y a aucun média libre, où il n'y a aucune voix dissonante. Ces modèles ne passera pas dans notre pays. Alors aujourd'hui, on revient aux questions posées par aujourd'hui, notamment n'est-ce pas, ces Congolais qui sont aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. La guerre qui est faite ici, c'est une guerre qui est faite à tous les Congolais en même temps. J'ai démontré que ça fait 30 ans que ces cycles durent. J'ai aussi rappelé l'engagement du président de la République pour la paix. Et aujourd'hui, nous sommes partis à Washington comme à Doha, parce que nous sommes, nous, dans la suite logique de travailler pour un retour de la paix chez nous. Mais nous voyons tous les jours qui ne veut pas la paix. Et donc, nous prenons des dispositions à notre niveau, tel que je le disais. Nous comprenons le peine, nous comprenons les souffrances de nos populations. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, exactement comme nous étions hier en appui à nos léopards, nous devons être en appui à notre armée. Parce que j'ai entendu dire, je le disais tout à l'heure, que l'armée
n'est pas l'armée entre guillemets du régime, tel que les gens veulent présenter les choses. Les militaires qui décèdent, les ressources que nous engageons, c'est les ressources qui auraient pu aller vers le développement. Et donc aujourd'hui, il est important que les Congolais, partout où ils se trouvent, d'abord se disent « Nous sommes en face d'une épreuve. Mais pour bien affronter l'épreuve, nous devons tous être unis. » Et l'unité, en l'occurrence, c'est fait derrière le président de la République. L'unité, c'est fait derrière nos forces armées. Je reviens sur les questions de Jules Maguené, parce qu'il avait dit « Nous faisons dans des formats opaques et exclusifs. » Il n'y a aucune opacité, ni à Doha, ni à Washington. La preuve, les accords sont publics. Les jours même où on les signe, ils sont communiqués. Parce que nous estimons que nous n'avons rien à cacher et nous avons besoin d'être transparents avec nos compatriotes pour que nos compatriotes comprennent les cheminements dans lesquels nous sommes engagés pour parvenir à la paix. Je rappelle que la paix ici que nous recherchons, c'est depuis 30 ans que nous en avons besoin. Ça prend du temps, mais cette fois-ci, nous sommes sur une bonne piste. Mais pourquoi? Parce qu'il parlait aussi de la question du dialogue. Pourquoi sur la question du dialogue, il est important que les Congolais soient tous en mesure de nommer les mal? Parce que malheureusement, le Rwanda, dans ses activités, évolue parce qu'il y a des Congolais qui sont complices. Parce qu'il y a ceux parmi nous qui font les jeux de l'ennemi. Et je pense que ça, c'est des comportements qu'il faut dénoncer. Et ici, je tiens à saluer la bravoure, les patriotismes dont font montre nos populations dans les partis sous occupation. Malgré les intimidations, mais ils résistent. On a forcé des marches, on a vu ce que ça donnait. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y aura jamais d'adhésion par la contrainte. Voilà. Et aujourd'hui, c'est que nous, et je termine par là, c'est que nous faisons, y compris avec les Américains, c'est de nous assurer que les Rwandais quittent notre territoire et ne restent dans aucune partie de notre territoire. Alors, s'il faut revenir sur cette question de, il faut appeler ça enlèvement, interpellation, arrestation de certains opposants, vous ne pensez pas que cela puisse fragiliser cette cohésion nationale? Écoutez, dont nous avons besoin, n'est-ce pas, pour faire face à cette guerre de l'Est? Nous sommes dans un contexte où il faut construire la cohésion nationale, mais cette cohésion doit être construite avec ceux qui veulent la cohésion et non pas ceux qui, dans leur agissement, montrent qu'ils sont complices. À ceux-là qui sont arrêtés, ils sont complices. Qui sont complices. Ceux qui sont actuellement arrêtés, interpellés, enlevés, ils sont complices des rebelles. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Encore qu'il faut peut-être aller au cas par cas, je n'ai pas, moi, les recensements de tous ceux qui ont été interpellés. Je rappelle ici le contexte dans lequel nous sommes, où je disais précédemment qu'il y a des Congolais qui sont des traîtres à la solde de l'ennemi. Vrai ou faux? Et les Congolais qui sont traîtres à la solde de l'ennemi ne sont pas que dans les partis sous occupation. Il y en a à Kinshasa. Donc il faut permettre aussi aux services de sécurité de faire le travail qu'il faut de protection. Donc il ne faut pas considérer que lorsqu'il y a une interpellation, on n'interpelle jamais quelqu'un au hasard. Toutes les personnes lorsque vous ne communiquez pas sur les dossiers de ces personnes-là, on considère ça comme étant des arrestations arbitraires. Écoutez, il y a... Et qui peuvent malheureusement nous fragiliser au lieu de nous aider à renforcer la cohésion. C'est pour ça que notre démocratie, il faut qu'on la préserve. C'est justement au nom de cette démocratie que vous estimez que nous devons communiquer. Évidemment, nous travaillons pour que cela le soit. Et d'ailleurs, demain soir, je crois que j'aurai un briefing de redevabilité avec le ministre d'État, ministre de la Justice. Dans cet ordre, nous allons continuer à faire notre travail de transparence. Mais au Rwanda, ça n'existe pas. C'est pour ça que tous les Congolais qui nous suivent présentement doivent savoir que cette guerre, nous devons nous lever. Parce que c'est la guerre qui va nous permettre, y compris, de protéger notre démocratie. Regardez à Goma et à Bukavu, nos compatriotes qui sont là-bas ont perdu leur liberté. Nos compatriotes qui sont là-bas ne sont même pas en mesure de s'exprimer librement. Et tout ça ne peut être toléré par aucun Congolais.
Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Un message à l'endroit de tous ces Congolais, à travers tous les pays qui vivent les affres de la guerre. Il n'y a pas que au sud, au nord Kivu, il y a aussi l'Ituri, mais aussi il y a aussi la partie ouest qui, n'est-ce pas, qui est insécurisée par les miliciens Mobutu. Écoutez, il y a un message à l'endroit de toutes ces personnes. Il y a évidemment d'abord un message de soutien, de compassion et de solidarité. J'ai parlé la semaine dernière avec les gouverneurs Johnny Luboya. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, de l'Ituri. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans cette partie du pays, même s'il y a encore des menaces qui demeurent et sur lesquelles nous travaillons. Ici, je voudrais demander aux Congolais de faire confiance au président de la République. L'homme qu'ils ont massivement élu est un homme qui est pleinement dédié. De faire confiance au gouvernement que dirige Madame Judith Suminwa. Nous sommes tous mobilisés matin, midi et soir. Il faut savoir que ces conflits que nous traversons, vous savez, dans un processus de construction de puissance, c'est le processus dans lequel nous sommes engagés. Nous pouvons passer par des moments comme ceci, mais ce n'est pas de la fatalité. Pour autant que ça peut nous permettre de prendre conscience, nous tous où nous sommes, de la responsabilité que nous avons d'être Congolais, de la responsabilité que nous avons de défendre notre pays, pour que nous puissions aller dans l'armée, aller dans la police, pour que par notre comportement, nous ne puissions pas être des vecteurs du passage, du poison, de la désinformation rwandaise. Chaque fois que vous voyez une information sur les réseaux sociaux, ne vous empressez pas de partager. Attendez Radio Okapi. Attendez de voir un média parce qu'il n'y a aucun événement qui n'est pas abordé par les médias classiques. Adoptez des réflexes qui vous permettent toujours d'avoir un recul lorsque vous entendez que telle déclaration est attribuée à telle autorité ou à telle autre. Il faut faire attention. C'est comme ça aussi que nous allons nous protéger du poison rwandais propagé à travers la désinformation. Je termine en disant que nous n'avons même pas eu le temps d'aller en profondeur de cet accord. Cet accord a été conçu et consacre un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Autant nous en avons avec la Chine. Il est important que nous revenions dessus pour tordre toute la désinformation qui est passée récemment par une personnalité reconnue, parce que ce qui a été fait ici a été fait pour le bien de Congolais, de la première à la dernière ligne. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu ici au studio. Et merci aussi à tous les auditeurs et internautes d'avoir suivi, d'être aussi intervenus, n'est-ce pas, dans cette émission. Et merci également à Benjamin Moudumbi qui l'a réalisé, à Alain Ngoï qui est à la technique, Paul Badianyama a assuré le live de ces magazines, à la présentation Guy Maté. Merci encore et meilleurs vœux et bonne suite de programme sur Radio Okapi.